Bonjour à tous, mon nom est Sandy Letarte, technicienne équine et fondatrice de Équin Communication, une entreprise de services conseils et de formation en comportement équin. J'ai le plaisir de vous présenter un professeur qui intervient dans l'une de nos formations. Vous la connaissez peut-être déjà. Bonjour Hélène Roche. Bonjour Sandy. Donc, Hélène est éthologiste et, si vous préférez, éthologue, et elle va enseigner des notions d'éthologie équine dans la formation de praticiens en comportement équin niveau 1. On reviendra un peu plus tard concernant les notions qui sont abordées lors de ton cours, mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que l'éthologie? Oui, bien sûr. Alors, l'éthologie, c'est une discipline scientifique issue de la biologie. C'est l'étude du comportement animal. Alors, pendant un certain temps, on disait l'étude du comportement animal en milieu naturel. Et en fait, ça s'étend maintenant à tous les milieux, puisqu'il y a beaucoup d'animaux qui ne vivent plus en milieu naturel. Et même, on discute de ce que c'est que, est-ce qu'il existe encore ce fameux milieu naturel? Et dans le milieu du cheval, il y a un petit amalgame dans la francophonie entre l'éthologie, qui est cette discipline scientifique enseignée à l'université, et la pratique autour du cheval qui en fait s'appelle en anglais le horsemanship. Et donc ça a été traduit d'abord par la Fédération française d'équitation en 2003 par équitation éthologique. Alors du coup, par raccourci, ça s'est diffusé aux pays francophones, la Suisse, la Belgique, le Canada en font partie. Et par abus de langage, parfois on dit éthologie quand on parle de ces pratiques un petit peu différentes qui ont vu le jour dans les années 2000, qui ont été mises sur le devant de la scène dans les années 2000. Mais moi, ce dont je parle, c'est une discipline scientifique où on parle du comportement, alors pour moi spécifiquement du cheval, mais je ne parle pas donc de horsemanship, c'est deux choses différentes qui, bien heureusement, se rencontrent évidemment des fois, mais en tout cas, je vais parler moi de la discipline scientifique. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. Et maintenant, quel a été ton parcours académique pour devenir éthologiste? Alors moi, en fait, je rêvais d'être vétérinaire à équin. Et parce que quand j'étais enfant, jeune fille, je connaissais pas en fait d'autres métiers qui auraient pu me mettre en lien avec les chevaux et être voilà et avoir une profession. À part enseignant d'équitation, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait trop, même si j'aimais être avec les chevaux surtout. Et donc j'ai fait des études scientifiques au lycée et ensuite j'ai pas été prise en classe préparatoire, donc je suis allée à l'université faire de la biologie. Et là, en deuxième année, j'ai eu la chance de faire un stage à l'association TAC qui travaille pour la réintroduction du cheval de Przewalski en Mongolie. Et j'ai découvert l'éthologie comme ça, parce que dans ce projet, l'étude du comportement des chevaux à l'état naturel est au cœur de la conservation de cette espèce, parce que sans le comportement, on ne peut pas protéger efficacement une espèce à l'époque en voie d'extinction. Donc, j'ai découvert l'éthologie, ça m'a donné une nouvelle envie dans mes études. Et donc, j'ai poursuivi, donc, toujours en biologie, mais avec des modules sur le comportement animal. Et je me suis spécialisée au niveau de ce qui s'appelle maintenant le master. Donc, moi, à l'époque, c'était un DESS d'éthologie appliquée. Donc, au niveau master aujourd'hui, master professionnel d'éthologie. C'est ce diplôme que j'ai. Donc, on peut dire que je suis éthologue ou éthologiste. Les deux termes sont équivalents. Et moi, je me suis spécialisée sur les chevaux par les stages que j'ai faits auprès donc de spécialistes, de chercheuses en particulier. Là, c'était des femmes en France comme Claudia Fay, Léa Lansade aussi, et puis Martine Osberger également. Donc, ces femmes en France qui étudient le comportement des chevaux. Et moi, ma spécialité, c'est non pas de faire de la recherche, parce que je me suis arrêtée au niveau master et je n'ai pas de doctorat comme ces personnes-là. Et je me suis, moi, spécialisée sur ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique ou la médiation scientifique, selon comment on se situe. Ça, c'est des petites nuances de langage. Voilà.
Donc, eh bien, justement, c'est depuis 2007 hein, que tu t'es lancé dans la vulgarisation scientifique en comportement équin. Et comment s'articulent tes activités dans le milieu équestre à ce niveau-là? Alors c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question comment voilà comment je travaille, qu'est-ce que je fais? Donc moi je dis que mon métier c'est de la formation. Moi je dis que je suis formatrice finalement et que quand par exemple des jeunes étudiants me demandent me disent ah votre métier d'éthologue, pour moi éthologue c'est pas vraiment un métier, c'est plutôt un titre, une qualification, mais pas en soi un métier. Moi, mon métier, c'est vraiment la formation. Donc, je vais intervenir auprès de publics plutôt cavaliers, plutôt propriétaires de chevaux, à titre amateur, pour le loisir ou à titre professionnel, et expliquer le comportement des chevaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas forcément été très précise en disant ça. Ben, en fait, je vais faire des journées de séminaires où on va parler du bien-être des chevaux. Qu'est-ce que c'est que le bien-être? Comment on peut le satisfaire en trouvant des compromis entre l'idéal qu'on pourrait imaginer pour les chevaux et puis ce qu'on a à leur offrir au moment T, à l'instant T, ce qu'on sait de leurs besoins, de nous aussi ce qu'on recherche dans la relation. Donc on discute de tout cela en m'appuyant moi, sur les connaissances scientifiques. Donc moi je fais le trait d'union entre le milieu de la recherche qui fabrique ses connaissances sur le comportement des chevaux et les personnes qui sont intéressées par ces connaissances mais qui n'y ont pas accès parce que les publications scientifiques restent en fait en général assez confinées. Alors c'est un mot à la mode, mais elles restent assez peu accessibles du fait du langage déjà, parce que le langage scientifique, c'est une autre manière de s'exprimer que le langage courant. Pour nous, Français, c'est en langue anglaise, les publications scientifiques dans les revues scientifiques à comité de lecture se font dans des revues en anglais, donc en langue anglaise, donc Oui. ça met une autre barrière. Et aussi, ces revues, jusqu'à maintenant, et je pense que ça va mettre du temps avant que ça change, ce sont des revues payantes. Et personne, en tant que particulier, ne peut se payer ses abonnements à des revues qui coûtent plusieurs milliers de dollars l'abonnement. Et si on veut être à jour en termes de bibliographie, on parle de bibliographie, il faudrait payer des abonnements à plusieurs dizaines de revues et un particulier ne peut pas se le permettre. Donc seules les universités, les laboratoires peuvent payer ces abonnements-là, ce qui fait que finalement les gens qui ont accès à ces revues, ce sont les scientifiques, ce sont les chercheurs. Donc finalement, ça reste en milieu un petit peu fermé. Et donc cette diffusion des connaissances, elle peine à se faire parce que c'est en partie le métier des chercheurs, mais pas que. Et ils sont surtout valorisés, les chercheurs, pour leurs publications. Et après, la diffusion auprès du grand public, c'est presque secondaire. C'est secondaire dans leur travail, dans leur métier. Parfois, ils sont enseignants-chercheurs, donc ils vont aussi faire de l'enseignement. Donc la vulgarisation, eux, ils ne peuvent pas en faire. Donc voilà, donc moi, je suis ce trait d'union entre, on va dire, ces deux univers, les chercheurs d'un côté, les gens du milieu du cheval. Et donc, je vais me déplacer dans toute la France et puis parfois au-delà pour expliquer le comportement du cheval. Toujours un petit peu les mêmes thématiques, mais parfois des publics différents. Ça peut être un public qui est en formation pour être médiateur équin en s'appuyant sur les chevaux pour être par exemple équithérapeute, donc médiateur équin aussi, c'est l'autre terme qu'on peut employer, pour des personnes qui sont en formation de horsemanship. Ça peut être aussi pour des propriétaires et des enseignants qui sont à la tête d'une structure équestre, donc des enseignants d'équitation qui ont une cavalerie et qui enseignent à des cavaliers. Ça peut être pour des éleveurs, ça peut être parfois aussi pour des propriétaires de chevaux. Voilà. Et puis, je fais aussi des stages d'observation des chevaux de Przewalski, dont je suis toujours restée proche, pour observer des chevaux à l'état naturel et donc avoir cette fois-ci, je dirais, un autre univers et du coup une réflexion un petit peu différente, un petit peu plus à distance avec du recul par rapport au milieu dans lesquels on évolue habituellement en tant que cavalier propriétaire de chevaux. Il y a plein de structures différentes, mais là c'est carrément différent pour forcément tout le monde quand on va voir les chevaux de Przewalski puisqu'ils vivent
en conditions, on va dire, semi-naturelles, parce qu'il y a quand même un enclos, mais ils ont une structure sociale naturelle, c'est-à-dire des groupes familiaux, des groupes de mâles célibataires, comme on peut le voir dans la nature pour les chevaux qui vivent en liberté sans être contrôlés par les humains. Donc voilà, je fais des stages, j'anime des formations, et ces stages aussi d'observation des chevaux de Przewalski. Donc, voilà, je me déplace un petit peu partout. Et puis, je diffuse aussi à travers ce que j'écris, puisque je fais aussi un petit peu d'écriture et j'essaye de diffuser aussi les connaissances, on va dire, par un autre média. En fait, c'est toujours un petit peu la même chose, mais sous une autre forme. Oui, justement, on parlera à la fin de l'entrevue de tes livres, mais d'ici là, est-ce que tu pourrais nous parler des notions qui sont abordées lors de ton cours pour les gens qui suivent la formation de praticien en Oui. comportement équin? Oui, bien sûr. Alors, on va redéfinir ce que c'est que l'éthologie en revenant un petit peu sur ces spécificités de l'éthologie, cette discipline que je disais scientifique, et puis bien la distinguer avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'équitation éthologique. On va parler aussi de ce que c'est que l'organisation sociale des chevaux, le comportement à l'état naturel, et puis en quoi il va nous aider, nous éclairer sur le comportement de nos chevaux domestiques qui vivent à nos côtés et qui ne vivent pas dans ces conditions, mais qu'est-ce que les chevaux à l'état naturel peuvent nous enseigner, et notamment quelles sont les répercussions pour le bien-être des chevaux qui sont sous notre responsabilité. Et donc on parlera aussi de bien-être équin, et puis comment on définit ces choses-là, comment on peut évaluer le bien-être qui est très scruté aujourd'hui de par le monde dans nos sociétés. Je pense que ce seront des notions vraiment intéressantes à développer et à discuter. Oui, tout à fait. Et au niveau de la forme aussi, je trouve intéressant la façon dont le cours va se dérouler. Donc, dans une première partie, il va y avoir des notions préenregistrées où vous allez voir Hélène dispenser le cours à l'écran. Et par la suite, il va y avoir une rencontre en direct avec Hélène, bien sûr de façon virtuelle, mais quand même là, en direct où vous allez pouvoir poser des questions, échanger avec Hélène. Alors, c'est une chance unique et je suis très heureuse de pouvoir vous offrir ce privilège-là pour ceux qui vont suivre la formation de praticien en comportement équin. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on parle de tes livres. Donc, je les ai ici. Je vais montrer la page frontispice de chacun d'eux. Et si tu pourrais nous faire un bref résumé de chacun de tes livres. Et bien sûr, je vais mettre le lien dans le descriptif du vidéo pour pouvoir se procurer tes livres. Donc, le premier ici qui est paru en 2008. Exact. Donc, je te laisse y aller. Donc, ce livre, je l'ai écrit en 2008 et en fait, je savais pas, enfin, plusieurs personnes m'avaient dit « Ah, tu devrais écrire un livre sur le comportement des chevaux ». Je me disais « Mais Michel-Antoine Leblanc, il a déjà tout écrit avec Marie-France Bouissou dans ce livre qui s'appelle « Cheval qui es-tu ». Et puis en fait, c'était le début de ce qui donc s'est appelé l'équitation éthologique, et la Fédération française d'équitation avait défini un programme avec des niveaux, donc les savoirs d'équitation éthologique, et il y avait une partie théorique, comme souvent dans les niveaux de la Fédération française d'équitation. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, donc Pierre Olivier, pour ne pas le nommer, qui m'a dit, mais tu sais, en fait, on n'a pas le support théorique, on l'a pas par écrit. On a juste les grands titres, mais il n'y a personne qui l'a vraiment formalisé. Cheval qui es-tu, c'est bien, mais c'est extrêmement dense, c'est très volumineux et ça répond pas tout à fait à la demande, parce que il faut que des adolescents, des gens qui connaissent pas du tout, puissent se mettre dedans. Alors du coup, j'ai pris les PowerPoint que je faisais, on va dire en séminaire, en formation habituellement, et je les ai juste traduits en mots écrits. Donc ça m'a pas pris tellement de temps en fait, parce que c'était ce que je racontais finalement régulièrement au cours de mes formations. Et donc c'est ce premier livre, Comportements et postures. Alors le titre n'est pas forcément très
très heureux. Moi, j'avais pas d'idée de titre et c'est comme ça qu'il a été nommé par les éditions Belin. Et donc, voilà ce premier livre qui est accessible pour, je pense, à partir de 8-10 ans, les enfants peuvent le lire. Les adultes y trouvent un contenu synthétique et je parle du monde sensoriel, de la répartition des activités des chevaux, du comportement social, de l'apprentissage, du tempérament, des conditions de vie domestiques et donc du bien-être aussi. Donc tout ça, c'est la communication chez les chevaux. Tout ça, c'est assez condensé avec beaucoup d'illustrations. Il y a toujours un résumé à la fin. Et donc, il y a même un petit quiz aussi pour tester ses connaissances à la toute fin, un petit peu, et toujours de la bibliographie. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique, c'est que je tiens à ce qu'il y ait toujours des références pour dire que c'est pas Hélène Roche qui raconte, mais oui, c'est moi qui raconte, mais je m'appuie sur des publications scientifiques. Donc voilà, donc ce livre, il est très facile d'accès d'après tout le monde, et du coup, il sert beaucoup dans le horsemanship, parce que les personnes qui enseignent en horsemanship le recommandent pour passer les niveaux. Alors maintenant, il n'est plus chez Belin, puisque l'éditeur Belin a vendu sa collection équitation à un autre éditeur qui s'appelle Vigo. Donc vous pourrez trouver ce livre désormais chez Vigo. Donc je vous montre aussi la couverture. C'est toujours le même titre, la même photo, mais simplement c'est un autre éditeur. Donc si jamais vous faisiez une recherche sur Internet de ce livre et que vous voyez des prix extravagants, c'est parce que dans l'édition, évidemment, il est épuisé chez Belin, puisqu'il n'est plus édité chez Belin. Par contre, il existe chez Vigo. Voilà. Bon, très bien. Et le prochain, qui est paru en 2013, Motiver son cheval, clicker, training et récompense. Je vais tenter de mettre le reflet, c'est pas évident. Alors celui-ci, je l'ai écrit parce que j'ai pris conscience, grâce en particulier à Martine Osberger et sa collègue Marie-Annick Richard, qui est décédée aujourd'hui, que dans le travail avec les chevaux, on utilisait très peu le renforcement positif. Et donc, par je dirais leur intermédiaire, je me suis intéressée au renforcement positif avec les chevaux. J'ai testé dans mon coin avec mon cheval ce qui en fait est du clicker training, mais je ne savais pas que je faisais du clicker à ce moment-là, en disant bien, en donnant des récompenses. Et puis petit à petit, j'ai eu connaissance de l'existence du clicker training. Il n'y avait pas d'enseignants en France dans le domaine. Donc j'ai rencontré Alexandra Kurland qui est venue en stage pour la première fois en France. Et puis de fil en aiguille, j'ai un petit peu continué à avancer et à structurer ce que je faisais alors avec mon propre cheval, puis après avec d'autres chevaux, et à le partager, à l'enseigner. Et j'ai réuni ça dans ce livre, donc Motiver son cheval, qui explique comment débuter le travail au clicker avec les chevaux, quel est l'intérêt de le faire, quelques tours de cirque pour ceux que ça intéresse, aussi pour la relation avec le cheval, la résolution de certains problèmes qu'on rencontre fréquemment avec les chevaux, la prise de vermifuge, ça peut être la prise des pieds, une injection, et puis une petite partie pour la transposition montée et plus avancée, mais qui est moins développée. Donc, avec toujours aussi, autant que possible à chaque fois, des références scientifiques, parce que par exemple, j'ai mentionné les injections, des chevaux qui seraient réticents à avoir une piqûre, eh bien, Sue McDonnell, par exemple, a fait une publication là-dessus qu'elle a partagée à des vétérinaires dans une revue, un magazine vétérinaire. Et donc, j'ai repris son protocole d'entraînement des chevaux pour qu'il ne soit plus difficile lors des injections. Donc voilà, à chaque fois, j'ai aussi donné des références. Donc, il y a pas mal de références sur l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Les théories de l'apprentissage, les définitions de l'ISES aussi, l'International Society for Equitation Science, et quels sont ces principes qui sont, que je suis dans ce livre. Et donc, c'est un guide en fait d'entraînement avec son cheval pour travailler avec les récompenses alimentaires et un marqueur, en l'occurrence le clicker ou tout autre marqueur qui fonctionne. Et pareil, ce livre, hop, oui, je le sors, voilà. Il a été réédité de nouveau chez Vigo en 2021. Donc, il y a une couverture légèrement différente et du coup, il est chez cet éditeur-là désormais.
D'accord. Ensuite, l'année suivante, en 2014, un autre livre, Mon cheval est-il heureux à l'écurie? Très bonne question à se poser. Alors ce livre-là, c'est assez rigolo parce que quand je l'ai écrit, je me suis interdite d'utiliser le terme de bien-être dans le titre. Et force est de constater que quelques années plus tard, il y a du bien-être à toutes les sauces un petit peu partout. Mais en fait, le sujet de ce livre, c'est quel est l'état de bien-être de mon cheval quand il ne peut pas vivre auprès en permanence dehors. Donc, ça parle à la fois d'alimentation, d'abreuvement, de couchage, donc de repos pour le cheval, de déplacement, possibilité d'activité, de mouvement et des contacts sociaux. Et donc tout ça avec à chaque fois des références scientifiques. C'est en fait une synthèse sur le bien-être du cheval qui vit à l'écurie. Mais quand je dis à l'écurie, c'est pas forcément au box, c'est box paddock, ça peut être au pré une partie du temps, mais en tout cas un cheval qui ne resterait pas toute l'année dehors en groupe. Donc voilà, du coup, on parle aussi bien du choix de l'abreuvoir, de l'espace disponible, des dimensions qui peuvent être préconisées dans certains pays et puis pas spécialement dans d'autres. Voilà, comment résoudre parfois certains problèmes aussi pour des chevaux, pour qu'ils sortent suffisamment quand on a peu d'espace, etc. Donc voilà, c'est une synthèse sur le bien-être du cheval. Ouais, très intéressant. Ensuite, on se retrouve en 2018 pour ce livre Les chevaux nous parlent si on les écoute, qui est lauréat du prix Pégase en 2018. Donc, félicitations pour ce prix. Merci. Donc, et en quoi consiste ce livre? Alors celui-là, il est un petit peu atypique par rapport à tous les autres, même par rapport au suivant. C'est un livre où il n'y a aucune illustration, donc ça c'est une particularité, à part la couverture humoristique. Et donc dans ce livre, je raconte l'histoire de mon cheval et moi, donc mon cheval qui s'appelle Caco d'Espagnac, qui est mon premier cheval. Et donc ça fait, à ce moment-là dans le livre, ça faisait 15 ans qu'on cheminait ensemble. Et en fait, je raconte nos débuts, les difficultés aussi en tant que propriétaire dans la relation, les petits échecs qu'on va rencontrer ou les plus gros échecs. Et puis, en fait, l'œil que j'ai eu en tant que propriétaire, mais aussi finalement en tant que scientifique, j'ai pas pu m'empêcher de l'observer. Et ça m'a permis de tirer quelques conclusion, je dirais, ça replace aussi les anecdotes du quotidien dans un contexte plus vaste de connaissance du comportement du cheval sur le plan scientifique. Et donc, qui est Caco? Comment je peux parler de lui, de sa personnalité au fil des ans? Donc au début, on se dit, tiens, il se passe ça, c'est peut-être juste comme ça. Puis après, au fil des répétitions, on se dit, ah oui, ça c'est vraiment un trait de sa personnalité parce que les autres chevaux ne sont pas comme lui. Et donc, je raconte notre cheminement à la fois en tant que parfois mon cobaye aussi, puisque par exemple le travail au clicker, je l'ai amorcé avec lui. Voilà, il y a des petites anecdotes qui sont drôles. Je pense que voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'en le lisant, ils avaient souri, ils avaient trouvé ça assez amusant aussi, des moments plus émouvants également. Donc voilà, ça raconte, en fait, ça parle de science, mais sans en avoir l'air, puisque ça raconte une histoire, celle de mon cheval et moi. Ouais, très intéressant aussi. Et le dernier, 2020, jusqu'à maintenant, il va Oui. probablement, peut-être en avoir d'autres, on l'espère. Donc, apprendre à observer les chevaux dans les pas des scientifiques. Ouais, alors celui-ci, il est un petit peu le prolongement du premier, Comportements et postures, puisque dans ce livre, en fait, je fais des fiches thématiques qui expliquent comment on peut soi-même à la maison se mettre donc dans la peau d'un scientifique et observer son cheval ou ses chevaux ou son poney
ou même quand on est cavalier et qu'on n'est pas propriétaire d'un cheval et qu'il y a des chevaux à côté ou dans une écurie où on peut aller, on n'a pas besoin d'être propriétaire d'un cheval pour mettre en œuvre ces observations-là. Et comment on fait pour réaliser des observations? Donc, il y a à chaque fois une thématique, par exemple, quel est l'emploi du temps de mon cheval? Et on va voir quels sont les comportements à observer, comment les observer. Par exemple, un top toutes les 2 minutes, on va noter. Il y a un modèle de fiche pour prendre ses notes. Donc, comment est-ce qu'on organise ces notes? Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de ces notes? Donc, comment on les interprète? Quels sont les résultats? Et comment on va pouvoir les mettre en lumière et les faire parler? Et puis, il y a une dernière partie qui est et les scientifiques, eux, avec ce type de protocole, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Donc, il y a pour chacune des fiches tout le même, je dirais, la même déclinaison avec à chaque fois des références scientifiques et ce sont des protocoles, alors évidemment un petit peu adaptés parce qu'on ne va pas passer 3 mois, 4 heures par jour à observer par exemple, mais du coup c'est adapté pour faire des activités soi-même, pour mieux connaître son cheval, pour aussi évaluer son état de bien-être, puisqu'il y a plusieurs fiches qui ont trait à cette thématique-là. Ça peut être aussi pour animer une séance avec d'autres personnes, si par exemple on est enseignant. Et puis voilà, c'est aussi passer du temps auprès de son cheval pour bien le connaître. Absolument. Bon, bien, on a fait le tour de tes livres jusqu'à maintenant. C'est ce qui termine l'entrevue. Donc, merci beaucoup, Hélène, pour cette entrevue. C'est très apprécié. J'invite les gens à te découvrir ou te redécouvrir. Je vais mettre le lien de ton site Internet dans le descriptif du vidéo. Et merci beaucoup pour l'excellent travail de vulgarisation scientifique en comportement équin que tu fais et qui est si essentiel en milieu équestre. Merci à toi, Sandy, aussi de diffuser les connaissances et contribuer à ce qu'il y ait encore plus de monde qui soit formé et informé. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci.